Bonjour à toutes et à tous, vous avez cliqué sur cet épisode, peut-être vous l'a-t-on envoyé ou a-t-il démarré par l'impulsion de la lecture automatique? Assis dans une voiture, debout à faire du sport, allongé dans une chambre, peut-être êtes-vous triste, heureux ou en colère. Et pourtant nous sommes tous réunis ici pour une occasion. Bienvenue dans Tour d'Horizon. Tout d'abord, bonne année 2025 s'ouvre avec une chronique économie en moins malheureusement, mais qui reviendra, ne vous en faites pas, avec cependant une nouvelle chronique sport. Bonjour Robin. Bonjour Antoine. On se bouge vous fera suer à chaque émission, ou tout du moins vous informera sur le monde du ballon rond, de la raquette quadrillée ou encore de la course à pied. Cette semaine tu nous parleras entre autres du tournoi des 6 nations, de l'Open d'Australie et des championnats du monde en cours. Tu seras suivi de l'édito politique, où sera abordée la réattribution des chaînes de la TNT. Votre chronique préférée Culture Flash s'interrogera sur le phénomène des jeux vidéo au cinéma. Et Mémoire des siècles sur les uchronies. Tour de presse nous fera un résumé de l'actualité, suivi des ondes du climat qui évoquera le passage d'une puissante tempête en Irlande. Et pour finir, on s'éveillera avec l'icône de Gisèle Pellico. Mais tout de suite, votre nouvelle chronique sport, on se bouge avec Robin Emery. Nous commençons notre tour des sports avec l'Open d'Australie, tournoi de tennis du Grand Chelem qui se jouait sur les 2 dernières semaines. Hier se disputait la finale masculine, opposant l'Italien Yannick Sinner, numéro 1 mondial, à son numéro 2 Alexander Zverev. La logique a été respectée, Sinner conserve son titre sur le sol australien. Avant cela, c'était l'américaine Madison Keys qui créait la surprise face à la tête de série Aryna Sabalenka en 3-7. Chez les hommes comme chez les femmes, pas de Français après les 8e de finale, une absence récurrente dans les grands rendez-vous qui continue d'inquiéter le tennis français. Le biathlon français, lui, n'a aucune raison de s'inquiéter, en témoigne l'excellente compétition que livrent les Bleus, à commencer par Lou Jean Monod, qui remporte jusqu'à présent toutes les épreuves de rapidité. La Française s'est même offert le luxe de remporter 2 courses ce week-end, le sprint et la poursuite, s'offrant ses 4e et 5e médailles depuis le début de la compétition. Au global, c'est également la France qui mène sur son rival norvégien, avec 15 courses remportées contre 11 depuis le début de la compétition. Les Bleus rencontrent également du succès dans leurs mondiaux de handball, débutés le 14 janvier. Passant sans aucun problème les 2 premières phases de groupe, les Français entreront véritablement dans la compétition dès demain, à l'occasion de leur quart de finale contre l'Égypte. Le football français peut souffler, un bel horizon se dégage pour les clubs engagés dans les Coupes d'Europe. Face à Manchester City, le PSG a réalisé une exceptionnelle remontée, éloignant enfin le spectre de l'élimination. Menés 2-0, les Parisiens se sont imposés par 4-2. Pour le reste des clubs français, Monaco, Lille et Brest sont au moins qualifiés pour les barrages, pouvant encore rêver d'intégrer le top 8 à l'issue de la dernière journée. Bravo Lille! A noter également la piteuse élimination de Nice en Ligue Europa après sa défaite 1-0 face aux Suédois de Elfsborg-Borås. Les Aiglons parachèvent ce qui ressemble de plus en plus à la pire campagne européenne de l'histoire moderne française. Toujours à Paris, les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama ont disputé 2 matchs de gala à Paris face aux Pacers de l'Indiana dans le cadre de la NBA. Accueilli en superstar par une foule de stars, le Français aura brillé lors de la victoire des siens 140-110 dans le premier match, marquant à lui seul les 30 points qui séparaient les 2 équipes. Toujours en basket, le match le plus chaud au monde, le derby éternel de Belgrade opposant l'Étoile Rouge et le Partizan arrive. Ce sera le 31 janvier prochain à suivre. Mais Robin, le 31 janvier, il ne se trame pas quelque chose du côté du rugby par hasard ? Eh bien si, le 31 janvier, justement, c'est l'entrée en lice de l'équipe de France de rugby dans le tournoi des 6 nations. Pour ouvrir ce tournoi, un France-Pays de Galles au Stade de France. Match qui marquera les 115 ans de l'adhésion de la France dans la compétition. Rapide zoom sur l'histoire de la France dans le tournoi des 6 nations. C'est en effet le 1er janvier 1910 que la France disputait son premier match dans la plus belle des compétitions de rugby, toujours face aux Gallois, le match se soldant par une défaite attendue. Ce fut le début d'une histoire tortueuse pour un pays longtemps perçu comme intrus dans cette lutte fraternelle celtico-saxonne. Si la France ne met qu'1 an à remporter son premier match dans le tournoi face à l'Écosse en 1911, il lui faudra attendre 44 ans pour en arriver en tête pour la première fois. Avant cela, les Bleus ont même été exclus de la compétition en 1930 pour professionnalisme. Si la raison semble étonnante, c'est que le tournoi a longtemps défendu un rugby amateur sans aucune rémunération et sans aucun transfert.
Les combines des Français venant s'ajouter à leur affreuse violence sur les terrains, leur sort s'est scellé en 1930 suite à un match face à des Gallois décidément omniprésents dans le destin des Bleus. Aujourd'hui, nul ne dira que la France n'a pas sa place dans le tournoi après ses multiples succès, dont le premier remonte à 1954 ex aequo avec les Gallois. C'est en 1959 que les Français montent seuls sur le trône, ne le lâchant qu'en 1963. Depuis, les Français remportent régulièrement la compétition, se dotant d'un palmarès dont rêve encore l'Irlande. Les Bleus n'auront connu qu'une vraie période de doute entre 2010 et 2022, où leur rugby atteignait un de ses niveaux les plus bas, les privant de trophées pendant 12 ans, avant de revenir au plus haut niveau ces dernières années. Le destin de la France pourrait aujourd'hui inspirer les Italiens qui ont rejoint le tournoi en 2000 et qui peinent encore à trouver leur place, ou plutôt qui aimeraient en trouver une autre. Sur les 25 éditions auxquelles ils ont participé, les Italiens ont fini 18 fois bon dernier. Ce vendredi, c'est donc une France ambitieuse qui défiera des Gallois très loin de leurs plus belles années pour ouvrir la mythique compétition. À voir si les Bleus lanceront idéalement leur tournoi pour partir à l'assaut de leur 26e titre qu'ils attendent depuis 2022. Merci Robin, et si vous voulez suivre ces péripéties, vous pouvez toujours regarder ces matchs sur les chaînes de la TNT. Il est à présent l'heure de passer à l'édito politique d'Antoine Boré. Il y a quelques semaines encore, vous auriez pu entendre cette publicité sur l'une de vos chaînes de la TNT. Après Touche pas à mon poste, découvrez votre toute nouvelle émission Touche pas à ma TNT, présentée par Cyril Hanouna ce soir à partir de 19h30 sur C8. Pourtant, le 13 janvier dernier, l'Arcom, autrement dit la police de l'audiovisuel, a annoncé une grande réforme des chaînes de la TNT, et ce, en dépit de très nombreuses critiques. Entre coups de poker pour certains et coups de gueule et magouilles médiatiques pour d'autres, l'édito politique aujourd'hui sur les grands bouleversements de la TNT. Simplicité et fluidité, voilà les maîtres mots de Roch-Olivier Mestre, président de l'Arcom, pour justifier les changements qui toucheront la TNT à partir du 6 juin 2025. Il faudra donc se défaire de vos automatismes si vous souhaitez, par exemple, regarder la chaîne France Info. Adieu le numéro 27 et bonjour le canal 16. Et concrètement Antoine, quelle chaîne tire profit de ce mercato audiovisuel ? Eh bien, tout d'abord, c'est un retour en force du service public à travers le groupe France Télévisions, puisqu'en effet, France 4, qui occupe actuellement le canal 14 de la TNT, se voit attribuer le canal 4 en lieu et place de Canal+. C'est donc un gain de 10 places en termes de numéros pour France 4, qui se voit ainsi rejoindre ses grandes sœurs, France 2, France 3 et France 5. Mais c'est aussi et surtout une belle revanche pour la chaîne qui aurait dû cesser d'émettre en août 2021. Emmanuel Macron avait finalement décidé de la maintenir dans le paysage audiovisuel suite à de nombreuses contestations de députés et sénateurs. Par ailleurs, on notera également le gain de quelques places pour la chaîne parlementaire LCP Public Sénat qui occupera désormais le numéro 8 et la chaîne Jeunesse Gulli le numéro 12. Au final, ces chaînes ne peuvent que se réjouir de ces changements, leur permettant ainsi de gagner en visibilité. Et qu'en est-il de mes chaînes coup de cœur, les chaînes d'information continue ? Eh bien, je vous parlais de coup de gueule en introduction. Le voici. BFM TV, chaîne d'information en continu créée en 2005, se voit ainsi perdre son canal historique, le numéro 15, au profit du numéro 13. Profit qui n'en est pas tellement un, puisque la chaîne dénonce une décision arbitraire et inégalitaire, tel un cadeau empoisonné. L'Arcom a en effet décidé de proposer aux téléspectateurs un bloc de chaînes d'infos dans un souci de praticité, selon leur dire. Ainsi, du canal 13 au canal 16, vous retrouverez successivement et dans l'ordre BFM, CNews, LCI et France Info. Mais ce nouvel agencement ne semble pas au goût du président du groupe RMC BFM, Nicolas de Taverneau. Et pour justifier ce mécontentement, rien de tel que de se servir des téléspectateurs comme prétexte. Ce n'est pas dans l'intérêt du public, affirme ce dernier, mais ne faut-il y voir un brin de mauvaise foi de la part de Nicolas de Taverneau, car avec cette nouvelle disposition, le zapping entre les chaînes info sera facilité, ce qui pourrait ainsi impacter durablement les audiences de BFM TV. Et pour conclure sur ce point, droit de réponse du président de l'Arcom à Nicolas de Taverneau. On ne peut pas être un adepte du libéralisme et le refuser pour soi. Un tacle ciblé que la rédaction de BFM TV a dû apprécier. Et Antoine, c'est aussi des nouveautés sur la TNT. Et oui, la TNT tente de se moderniser avec l'arrivée de 2 nouvelles chaînes, CMI TV qui sera sur le canal 18 et Ouest France TV sur le canal 19.
Et cela va souvent de pair. Qui dit 2 entrées dit aussi 2 sorties. En juin dernier, l'Arcom avait en effet annoncé le non-renouvellement de la fréquence des chaînes C8 et Énergie 12. Énergie 12 tout d'abord, qui n'a pas réussi à convaincre de par ses faibles audiences, mais également par la grille de programmes proposés. La chaîne ne misait presque intégralement que sur des rediffusions, n'apportant pas de réel intérêt pour le public. Quant à C8, nul doute que les innombrables rappels à l'ordre de l'Arcom aient pesé dans la décision de non-renouvellement. Toutefois, le groupe Vivendi, détenu par Vincent Bolloré et propriétaire de la chaîne C8, a perçu cette annonce comme une véritable déclaration de guerre, telle une haute trahison médiatique. En réponse, Vincent Bolloré a annoncé le retrait définitif de Canal+ de la TNT. Outre une vengeance rondement menée, ce départ de Canal+ s'inscrit aussi dans un vaste projet de scission du groupe Vivendi, projet d'ailleurs parsemé de coupes budgétaires qui n'a qu'une seule motivation, la cotation en bourse. Mais cette vengeance de l'ogre Bolloré, pour reprendre les termes d'Éric Orsona, ne s'arrête pas là. Depuis quelques semaines, un mystérieux compte sur X appelé les Corsaires ne cesse de dézinguer la nouvelle chaîne Ouest France TV, alors même qu'elle n'a pas commencé à émettre. Et coup de théâtre, selon l'ONG Reporters sans frontières, ce compte serait lié au groupe Vivendi par l'intermédiaire de l'agence Progressif Média. Ainsi, quiconque osera défier le grand Bolloré verra son empire médiatique partir en fumée. Et en conclusion, Antoine, que faut-il penser du retrait de C8 de la TNT ? Eh bien, il faut rappeler tout d'abord que l'attribution d'une fréquence TNT par l'Arcom n'est valable pour une durée de 10 ans maximum. En d'autres termes, l'Arcom n'est pas contrainte de renouveler une chaîne. Il n'y a pas d'automaticité. Le retrait de C8 est donc bien légal. Par ailleurs, il faut noter que les chaînes de la TNT sont contraintes de respecter les régulations imposées par l'Arcom. Or, lorsque Cyril Hanouna insulte en direct un député de, je cite, tocard et abruti, ou lorsqu'une théorie du complot sur l'adéchronome est diffusée dans son émission, il n'est pas aberrant de voir in fine ces dérapages réguliers sanctionnés. Il s'agit au compte fait du simple de respect de la loi. Cependant, la décision de ne pas renouveler C8 et avec elle son émission Touche pas à mon poste ne risque d'accroître la victimisation. Déjà, les médias du groupe Bolloré crient à la censure, voire même à la dictature, à l'instar de la possible non-éligibilité de Marine Le Pen annoncée le 31 mars. Il semble intéressant de se demander si la décision de supprimer C8, bien que légale et légitime, ne serait pas en réalité contre-productive. À vouloir les bâillonner, ne va-t-on pas le regretter ? Et selon les dernières informations, Cyril Hanouna serait déjà en tractation pour rejoindre le groupe M6. En conclusion, chassez l'Hanouna, il revient au galop. Et on passe à présent du petit au grand écran avec Antoine Charrière, notre présentateur du jour dans Culture Flash. Il se passe quelque chose. L'avez-vous remarqué ? Nous assistons à une nouvelle ère. Que dis-je ? Une révolution. Ils envahissent nos cinémas. Je parle bien sûr des jeux vidéo. Ces dernières années, les adaptations en films ou séries se font nombreuses, souvent accompagnées d'un grand succès comme la série Arcane sur Netflix ou encore les films Sonic dont le récent 3e opus a fait dépasser le $1 milliard au box-office à la saga. En 2025 sort le tant attendu Minecraft le film avec Jack Black et Jason Momoa en tête d'affiche. En 2026, Super Mario Bros revient avec un nouveau film. Le premier avait dépassé à lui seul le $1 milliard au box-office, se classant plus gros succès de 2023 derrière Barbie. À ce niveau, ce n'est pas un succès, c'est un torrent. Enfin non, ce n'est pas un torrent, c'est un raz-de-marée. Le jeu vidéo au cinéma vit un âge d'or et on revient de loin, parce que l'histoire du jeu vidéo au cinéma, ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. La première adaptation à gros budget d'un jeu en film, c'est Super Mario Bros justement, en 1993. Et quand ce film ressort en DVD des années plus tard, son argument marketing, c'est l'un des pires films jamais faits. Ça annonce la couleur, les blagues sont lourdes, l'univers pas du tout respecté, et le live action est très mauvais. Ce film fera perdre des millions, voire des milliards, des milliers, voire des millions, on va pas exagérer non plus, de dollars à ses producteurs. Le problème, c'est que Mario, c'est un pilier du jeu vidéo, ça en est même le représentant aujourd'hui, comme Mickey pour l'animation, Astérix et Obélix pour la BD ou Michel Drucker pour la télé. Et donc voir le représentant des jeux vidéo avoir une si mauvaise adaptation au grand écran, ça donne une mauvaise image et ça ne présage rien de bon pour la suite. Ce film a ensuite laissé place à une ribambelle de films adaptés de jeux vidéo durant la décennie 90-2000. Alors certains ont trouvé bon d'adapter Mortal Kombat ou encore Street Fighter au cinéma, référence du jeu de combat. On pouvait s'attendre à de magnifiques scènes d'action à l'affiche. On retrouve même Jean-Claude Van Damme au premier rôle pour Street Fighter. Mais non, ça ne prend pas.
En fait, à cette époque, les adaptations de jeux vidéo ont oscillé entre succès mitigé ou échec cuisant. Les films sont divertissants, mais sans plus, et en voulant plaire au grand public, sacrifient ou parfois dénigrent la fidélité des jeux. Alors, les fans ne s'y retrouvent pas, faisant une très mauvaise pub à ces films, déjà pas très bons. Selon moi, la cause principale de ces échecs, ce sont les producteurs et réalisateurs. Ça n'était jamais ou très rarement des personnes ayant travaillé sur les jeux concernés. On avait davantage affaire à des personnes extérieures, alléchées à l'idée facile de produire un film dont le succès était plus ou moins assuré, puisque se basant sur une licence à succès déjà existante seulement. Ça ne s'est pas passé comme prévu. C'est alors que des films comme Lara Croft, Tomb Raider se sont présentés. La preuve que la vision du jeu vidéo au cinéma a changé, c'est qu'aujourd'hui, des personnes extérieures aux jeux vidéo ne savent même pas que Lara Croft est issue de ce média. On ne voit plus les adaptations de jeux vidéo comme des adaptations de jeux vidéo, mais comme de véritables films, des produits neufs. Bon, ce que je dis là, ça concerne une poignée de films, qui sont tout de même les précurseurs de l'avenir des pixels sur la pellicule, puisque des années 2010 à nos jours, on a eu le droit à de très bonnes adaptations qui ont reçu de très bons retours, que ce soit des initiés comme du grand public. Aussi, j'aimerais citer des films comme Le Monde de Ralph, Ready Player One ou encore Pixel, qui ne sont pas des films directement adaptés de jeux vidéo, mais se basant sur le média, l'aidant à l'intégrer au monde du cinéma avec une multitude de références. Ainsi, ces dernières années, nombre de jeux vidéo ont été adaptés. Uncharted, Gran Turismo, Cyberpunk 2077, Arcane, Five Nights at Freddy's, Resident Evil, Borderlands et bien sûr Sonic et Mario, et bientôt Zelda. Les retours sont souvent très positifs, qu'ils soient commerciaux ou critiques. C'est donc une belle revanche quand on voit d'où l'on vient, mais alors qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, ce qui faisait préjudice aux anciennes adaptations. Aujourd'hui, la plupart des créations sont à l'initiative des éditeurs de jeux. Super Mario Bros. Le film est coproduit par Nintendo, comme Détective Pikachu était coproduit par The Pokémon Company. Minecraft le film est coproduit par Mojang. Bref, le cinéma a commencé à prendre le jeu vidéo au sérieux. Il ne manquait plus que le jeu vidéo prenne le cinéma au sérieux pour avoir le combo gagnant. En coproduisant leurs films, les studios s'assurent de ne pas trahir l'univers et surtout de pouvoir garder la main sur leur création. Pas comme Nintendo en 1993. Et surtout, de pouvoir s'amuser avec leur saga tout en ayant l'expertise de professionnels du milieu pour plaire aux fans et aux nouveaux venus. Et justement, petit à petit, les jeux vidéo se sont immiscés au cinéma jusqu'à connaître leur apogée ces dernières années. Beaucoup de gens pensent dans l'industrie vidéoludique et du cinéma que les jeux vidéo viennent prendre la place des super-héros comme DC ou Marvel qui sont à bout de souffle. Les chiffres montrent que les salles se remplissent de moins en moins à la sortie de ces films et les remarquables adaptations de jeux vidéo seraient là pour prendre le relais. Alors, tels les Avengers ou la Justice League, Mario, Sonic, Pokémon, Steve et dans quelques années Zelda sont les nouveaux héros du grand écran et ça fait plaisir. Mais peut-être seront-ils dans une uchronie. C'est le sujet de la chronique Mémoire des siècles d'Antoine Rizzo. Nous sommes le 15 mai 1940. Les blindés allemands apparaissent à la lisière de la forêt des Ardennes. Immédiatement, l'artillerie française riposte malgré les dommages causés par l'aviation allemande. Les maigres renforts parviennent à contenir l'avancée des Allemands qui échouent à percer à Sedan. Des commandos parviennent à franchir la Meuse, mais sans pont, il est difficile de la traverser. Face à la peur de l'encerclement, le général allemand Heinz Guderian ordonne la retraite. L'élan allemand a été stoppé le long de la Meuse, le front n'a pas cédé, la France est toujours debout. Dans cette réalité alternative, la résistance héroïque des chasseurs ardennais belges qui dure un jour de plus, ainsi qu'une pluie clouant les appareils allemands au sol, donne assez de temps à l'état-major français de prendre la pleine mesure de l'attaque allemande dans les Ardennes. Le général Hunsinger fait sauter les ponts de la Meuse, tandis que les maigres réserves françaises sont redirigées vers son secteur, ce qui permet de résister à l'attaque allemande. On dit de l'histoire qu'elle se joue souvent à un fil. Ici, on ne peut pas dire le contraire. Un jour de combat supplémentaire, une simple pluie et du bon sens venant de l'état-major français a permis d'éviter le désastre que nous connaissons avec l'occupation et la mise en place du régime de Vichy. Cette démonstration a un nom, l'Uchronie. Si vous voulez la retrouver en intégralité, je vous invite à aller faire un tour sur la chaîne YouTube d'Alteriz. Mais Antoine, peux-tu nous expliquer à nos auditeurs ce qu'est l'Uchronie ? Le mot Uchronie vient du grec. Le U désigne la négation et chronie fait référence à chronos, donc le temps. Une Uchronie, c'est un non-temps. Autrement dit, une réalité qui n'existe pas. L'Uchronie est un récit fictif qui tire sa source d'un point de départ historique que l'on vient changer. Cela peut partir d'une simple question, comme par exemple « et si l'Allemagne nazie avait développé la bombe atomique ?» ou alors d'un événement « et si Napoléon avait gagné à Waterloo ?» En quelque sorte, il existe une infinité de possibilités pour réécrire l'histoire. Mais l'Uchronie n'est pas un exercice facile et paradoxalement implique une maîtrise de son sujet pour fournir une histoire cohérente et crédible. Bien sûr, l'Uchronie nous permet de prendre une certaine distance et des libertés par rapport à l'histoire,
Mais si l'on en s'éloigne trop, notre récit ne tient plus. Donc si je te suis bien, pour faire de l'Uchronie, il faut impérativement avoir des connaissances implacables sur l'histoire. Je n'irai pas jusque-là. On peut très bien faire de l'Uchronie avec un minimum de connaissances historiques, sans rentrer dans les détails. On peut très bien mélanger Uchronie et science-fiction, par exemple. C'est ce que l'on peut retrouver dans le manga Zipang. Un navire de la marine japonaise d'aujourd'hui se retrouve à la suite d'une tempête en pleine guerre du Pacifique en 1942. S'impose alors un dilemme à l'équipage. Doivent-ils combattre avec le Japon de 1942 et par conséquent risquer de changer le cours de l'histoire, ou alors rester à distance tout en cherchant un moyen de retourner dans le présent? Attention à ne pas confondre les deux genres cependant. Les films Retour vers le futur, par exemple, sont des films de science-fiction qui explorent le thème du voyage temporel, mais en aucun cas ne partent d'un point historique. Oui, c'est intéressant, mais est-ce que l'Uchronie, historiquement parlant, est utile? À première vue, non. Mais la réalité est qu'une uchronie, bien construite, sur des données fiables, vérifiées, nous permet de comprendre les ressorts d'une époque, les erreurs ou les coups de poker qui ont conduit à notre réalité. De plus, l'Uchronie est aussi un moyen d'explorer des questions plus larges. L'écrivain Éric Emmanuel Schmitt a par exemple écrit un roman uchronique, La part de l'autre. Il oppose le Hitler de notre réalité à Adolf H., qui dans une réalité alternative a réussi les concours d'entrée à l'école des beaux-arts de Vienne et par conséquent suit un parcours totalement différent de Hitler. Des chanteurs se servent aussi de l'Uchronie pour faire passer des messages forts. C'est le cas de Jean-Jacques Goldman et son titre « Né en 17 à Leidenstadt ». Ici, Jean-Jacques Goldman se met dans la peau d'un jeune Allemand qui est né dans le contexte de l'entre-deux-guerres et se pose la question « Aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand ? Aurait-il résisté au nazisme ou se serait-il soumis ?» L'Uchronie est bien plus qu'une simple fiction historique. C'est une histoire qui nous force à nous poser les bonnes questions et nous permet de mieux comprendre ce qui a fait notre histoire et notre réalité. Elle permet de nous divertir comme de nous mettre en garde. Elle nous permet de ne pas oublier notre passé et de le faire revivre en puisant dans ce dernier pour le réécrire. Que ce soit dans les livres comme 1984, dans les films et séries comme The Man in the High Castle, dans les jeux vidéo comme le mode Kaiserreich sur Earth of Iron 4, dans la musique comme Né en 17 à Leidenstadt, l'Uchronie est présente dans notre vie pour nous rappeler que notre société et notre histoire est loin d'être un jeu de hasard. Et l'histoire, elle s'écrit sous nos yeux. On retrouve à présent un point sur l'actualité internationale avec le tour de presse de Théo Lajoie. Et Théo, tu n'as pas pu t'empêcher de parler dans ton tour de presse de l'investiture du nouveau président américain Donald Trump qui bouleverse à nouveau l'ordre mondial. Oui Antoine, nous sommes maintenant une semaine après l'investiture du 47e président des États-Unis, le point d'orgue de cette deuxième ascension du phénomène Donald Trump, une présidence qui s'annonce chargée pour le monde entier, rebattant encore un peu plus les cartes et marquant pour la presse une nouvelle ère politique. Alors, que retenir de cette cérémonie de l'international trumpiste, si on reprend la une du Courrier international ? Eh bien, plusieurs choses. D'abord, la réaffirmation d'un expansionnisme américain qui était trop longtemps resté dans le silence au goût des républicains. Le Canada, dont Trump veut faire sa base arrière commerciale, menaçant de l'annexer comme 51e État américain. De plus en plus de pression, selon Arte, qui remettent toute l'OTAN en question. Plus au sud, le Mexique, adversaire politique et ennemi juré de l'immigration. Le Panama aussi, grande nouveauté des ambitions du nouveau président, avec au programme la mainmise sur le canal de Panama, justement. Décision qui ne plaît pas du tout aux autorités panaméennes, selon la presse locale. Dans le prolongement du fameux Make America Great Again, il y a aussi la modification du nom du Golfe du Mexique. Le Courrier international nous l'apprend en soulignant les réactions avec sang-froid des dirigeants de ces deux pays convoités par les États-Unis. Peut-être pas assez fermement pour l'expert en relations internationales Euclide Tapia, qui alerte sur, je cite, l'absence de stratégie claire de la part du Panama. Réaction également de l'autre côté de l'Atlantique. Paris et Berlin haussent le ton sur la question du Groenland, là encore à l'agenda politique de Trump. La question de l'indépendance de ce territoire danois était dans les cartons depuis plusieurs années et les déclarations de Donald Trump ont accéléré les revendications. C'est tout l'enjeu des discussions en Europe. La France notamment estime que les déclarations de Trump ne trouveront pas suite. Reste que l'Europe doit s'en méfier, se réveiller selon le ministre des Affaires étrangères français Jean-Noël Barrot. La guerre commerciale entre les États-Unis et l'Union européenne est dans tous les esprits, notamment en ce qui concerne les droits de douane, utilisés par Trump comme une arme de négociation pointée directement vers l'UE et la Chine. Ce n'est qu'une question de temps pour Dominique de Villepin, un temps que les Européens ne doivent pas négliger, eux qui observent déjà la montée des nationalismes sur leur continent. Enfin, pour le journaliste Nate Cohn dans le New York Times, je cite « Les républicains n'ont pas remporté une victoire écrasante, mais le populisme conservateur a réussi à s'imposer. Le boulet de canon Trump est lancé, attention aux dégâts ». Si les contre-pouvoirs à la politique Trump sont rares, il en existe qui continuent aujourd'hui d'être plébiscités. C'est le cas des BRICS qui accueillent un nouveau membre, Théo.
Effectivement, on ne présente plus ces BRICS, ce groupe de pays dits émergents fondé en 2009 et comprenant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. L'année dernière, on a rajouté l'Égypte, l'Éthiopie, les Émirats arabes unis et l'Iran. Et début janvier 2025, c'est l'Indonésie, petit dernier de ces désormais BRICS+, qui rejoint l'organisation. Selon l'Humanité, l'adhésion du 10e membre est un tournant. L'Indonésie est de plus en plus active dans les questions mondiales et elle entend renforcer une coopération multilatérale. Jakarta remercie Moscou pour cet élargissement. La plus grande puissance d'Asie du Sud-Est fait concurrence à l'Inde et à la Chine, même s'ils sont tous deux aujourd'hui très loin de l'adjectif émergent. Cette adhésion remet même en doute la pertinence de parler de BRICS, tellement les écarts entre les pays se sont creusés. La Chine est au coude à coude avec l'Occident. L'action de la Russie est légitime aux yeux de l'Afrique. L'Inde a des ambitions de grande puissance, comme le Brésil. Quant au dernier venu, l'Égypte est le phare du Moyen-Orient. Les Émirats arabes unis ont le pétrole, l'Iran l'arme nucléaire. Et l'Éthiopie s'affirme davantage. En parallèle, l'Indonésie ambitionne de rejoindre l'OCDE selon l'Express. Décision qui inquiète au regard des directives politiques de la Russie, qui ne fait finalement que placer ses pions. Et dans la même dynamique des BRICS, il existe en Afrique depuis 2023 l'Alliance des États du Sahel, AES. Récemment, cette organisation a formé une armée militaire de 5000 soldats pour lutter contre le djihadisme. Peut-on voir ici une réponse sévère à l'ancienne France-Afrique et une émancipation intra-africaine ? Alors il est vrai que la lutte contre le djihadisme était l'objectif principal de la présence française au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Les récents coups d'État de juntes militaires dans ces trois pays ont provoqué le départ pressé des troupes françaises. Il faut comprendre aussi que les logiques héritées de la France-Afrique ne séduisent plus, au point que l'Alliance des États du Sahel s'empare de la question. 5000 troupes, c'est considérable, cela montre véritablement un rejet profond de l'aide occidentale. France 24 et Jeune Afrique rapportent les propos des généraux de cette force unifiée qui sont unanimes pour former des troupes, acquérir des moyens aériens, terrestres et de renseignement. Le Monde souligne également que ces trois pays avaient déjà quitté la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, jugeant que l'organisation ne répondait pas à leurs attentes. Mais aussi, selon les trois pays du Sahel, la CEDEAO serait encore un vassal de la France, puissance à qui ils ont définitivement tourné le dos. Au contraire, un pays qui ne tourne pas le dos à son allié, c'est la Biélorussie. Dimanche 26 janvier, les Biélorusses ont réélu avec 87,6% des voix. Sans surprise, l'actuel président Alexandre Loukachenko, c'est son 7e mandat, il est au pouvoir depuis 1994 et toujours fidèle à son voisin russe. Pas de suspense, 4 candidats autorisés pour la mise en scène seulement, mais à la fin il n'en restera qu'un, Alexandre Loukachenko, dont le débat est à son sens inutile à quelques jours du vote. Le journaliste de France Info, Nicolas Teillard, évoque la position stratégique de cette arrière-cour de Moscou. Le pays partage sa frontière avec la Pologne, les pays baltes et l'Ukraine, dont la guerre est justifiée pour la Biélorussie. Loukachenko en profite pour accueillir les armes nucléaires et les missiles de Poutine. La voix du peuple qui s'est exprimée en 2020 a été durement réprimée. Les négociations de Minsk en 2014 sont maintenant très lointaines. La Biélorussie s'est définitivement alignée sur le Kremlin. Comme Alexeï Navalny en Russie, il y a des opposants au régime autoritaire de l'Est. En Biélorussie, c'est une femme, Svetlana Tikhanovskaya, plusieurs fois arrêtée et emprisonnée. Elle revendique qu'il faut inverser la balance au profit du Bélarus, nom du pays choisi à l'indépendance en 1991, parce que Biélorussie, ça signifie Russie blanche, et la faute à qui ? Un certain Loukachenko. Merci beaucoup Théo. Après la tempête médiatique, on passe à la tempête climatique dans les ondes du climat de Timéo Lepère. Timéo, l'Irlande se remet doucement des conséquences engendrées par le passage d'une violente tempête et tu voulais revenir sur ce phénomène et son lien avec le changement climatique. Oui, Éowyn, le nom est digne d'une série bien connue, mais c'est désormais aussi celui qui est associé à la tempête historique qu'a essuyé l'Irlande vendredi dernier. Il faut dire que celle-ci a battu le record de la plus forte rafale de vent enregistrée sur l'île, au moins 184 km/h au compteur d'un anémomètre. Sur cette même localité, les vents moyens ont atteint 130 km/h, des rafales extrêmement rares pour l'Europe, dignes d'un cyclone tropical. À l'intérieur des terres, les rafales ont tendance à s'essouffler un peu, mais lorsque l'on part de si haut, on parle encore de rafales remarquables dépassant les 130 km/h. Pour vous donner une idée de l'ampleur et de la puissance du phénomène, il suffisait de regarder les cartes de vigilance des services météo irlandais. Entièrement teintées de rouge, c'est tout simplement du jamais vu. Et c'est cette même couleur qu'on retrouvait sur une portion nord de la Grande-Bretagne où on a enregistré une rafale à 160 km/h en Écosse. Suite à cette tempête, peu de répit car dimanche c'était déjà au tour d'Herminia de balayer la même région avec fort heureusement une intensité plus modeste. Alors on le sait, les tempêtes sont parfois capables d'engendrer de très gros dégâts. Dans le sillage d'Éowyn, on déplorait ce week-end un réseau électrique entièrement paralysé avec près de la moitié des foyers irlandais plongés dans le noir.
Près des littoraux, ce sont des vagues qui ont fait le plus de dégâts, causant des submersions importantes dans les ports et les quartiers avenants. Alors on a souvent entendu le terme de bombe météorologique pour qualifier cette tempête dans les médias, mais de quoi s'agit-il ? Un terme qui peut paraître cru, mais qui a tout son sens en matière de météorologie. Pour mieux le comprendre, je vous propose de revenir un peu en arrière, plus précisément le mercredi 22 janvier. Une vague d'effroi sévit alors aux États-Unis et dans le même temps, une masse d'air tropicale la confronte dans le golfe du Mexique. Le cocktail ainsi formé accélère très rapidement le courant de jet, un long ruban de vent violent à haute altitude. Dans ces conditions, lorsque celui-ci approche une dépression, la rencontre est parfois explosive. La pression peut chuter brutalement, on dit que la dépression se creuse. Dans les critères scientifiques, pour qu'une tempête soit qualifiée de bombe météorologique, il faut que la pression chute de plus de 24 hectopascales en 24 heures. C'est ce même processus qui a entraîné la formation de la tempête Éowyn, une simple dépression au large des Bermudes qui a vu sa pression chuter de plusieurs dizaines d'hectopascales en l'espace de 24 heures. Et si la bombe météorologique est associée à des vents très puissants, c'est parce que ces derniers sont directement liés au contraste de pression atmosphérique, ceci mesuré par l'écartement du gradient de pression. Ainsi, lorsqu'une tempête est très creuse, avec un gradient de pression très serré, elle génère des vents d'autant plus violents. Concrètement, si Éowyn possédait un gradient de pression particulièrement serré qui engendrait des vents extrêmes, Herminia avait-elle un gradient plus large, ce qui explique des vents plus diffus et donc moins violents. Et qu'est-ce qui va changer concrètement ces prochaines années avec le réchauffement climatique ? Alors, au risque de vous surprendre, il n'existe pour le moment pas vraiment de consensus sur la question, du moins sur un paramètre, le vent. On l'a dit, c'est un phénomène qui dépend du creusement des dépressions, mais qui trouve aussi sa source dans les variations de température de l'air, de l'océan et de celle du courant de jet. Par conséquent, il est difficile à étudier sur le long terme, d'autant que la fréquence des tempêtes varie fortement d'une année sur l'autre. Ce que l'on peut en revanche mettre en perspective avec le changement climatique, c'est l'augmentation de l'intensité des pluies qui sont associées à ces systèmes, car d'une part, la température des océans augmente, ce qui génère plus d'évaporation, mais celle de l'air aussi, et dans ce cas précis, cela permet à l'atmosphère de contenir davantage d'humidité. La formule est la suivante, 1 degré de réchauffement, c'est 7% d'humidité en plus dans l'air, les inondations qui se produiront donc plus fréquemment, y compris à la côte, par les submersions et l'érosion, deux mécanismes amplifiés par la montée de la mer et des océans. En conséquence, si l'augmentation de l'intensité des tempêtes n'est pas certaine, leurs impacts vont eux se démultiplier dans les années qui viennent. Et parce qu'il n'y a pas que les tons qui changent, je voulais aussi vous partager une info positive sur les choses qui bougent dans le sens du climat. C'est ce qui fait l'essence de cette deuxième partie de chronique que j'ai nommée Réponse d'avenir. Désormais, on s'inscrira dans le concret, soit par une information optimiste, mais qui a du sens et qui nous montre surtout que même dans un monde où tout semble s'emballer, il y a des nouvelles dont on peut encore se réjouir, soit par l'une de vos questions. Ça aussi, c'est nouveau. Vous pourrez les poser directement sur YouTube dans les commentaires ou par le QR code qui s'affiche sur la vidéo. Dernière option sur Instagram, dans les stories qui vous seront proposées régulièrement. Pour toutes ces raisons, je vous invite évidemment à vous abonner et à rester à l'affût de nos publications. Et aujourd'hui, Timéo, c'est l'Union européenne qui est à l'honneur. Oui, on l'a appris il y a quelques jours, les 27 ont récemment passé un cap dans leur transition énergétique. La production solaire a détrôné celle provenant du charbon en 2024 selon le dernier rapport du groupe de réflexion Humber. Les énergies renouvelables avancent en conséquence, si bien qu'elles représentent 47% de la production électrique de l'Union européenne. C'est 29% pour les énergies fossiles, un niveau historiquement bas. Ce progrès fait aussi d'une pierre deux coups, puisqu'il permet d'économiser 59 milliards d'euros sur l'importation des combustibles fossiles. L'évolution se veut comme une rampe de lancement pour l'UE pour aller vers une production énergétique plus soutenable et décarbonée dans les prochaines années. Merci beaucoup Timéo, et il est temps de s'éveiller dans la chronique féministe On s'éveille d'Élise, qui abordera le consensus autour des caricatures de Charlie Hebdo représentant Gisèle Pellicot. Dessinons encore et encore, Gisèle Pellicot a solennellement proclamé Jean-Loup Adenor, rédacteur chef adjoint du journal Charlie Hebdo. Depuis le début du procès des viols de Mazan, qui a commencé le 2 septembre 2024, Charlie Hebdo a par 3 reprises fait scandale pour ses caricatures représentant Gisèle Pellicot. Pourquoi ont-elles fait scandale ? Eh bien, elles ont été jugées comme trop violentes, mais surtout dégradantes à l'égard de la nouvelle icône féministe. A-t-on le droit de tout caricaturer du fait des scandales ? Cette question réanime les débats. Selon un sondage Le Monde, 76% des Français considèrent que oui, 24% considèrent que non. Les pour jugent qu'encadrer la caricature reviendrait à restreindre la liberté d'expression, là où ceux qui sont contre affirment qu'avoir le droit de tout caricaturer, c'est avoir le pouvoir de blesser des personnes et même d'inciter à la haine. Pour revenir aux caricatures, certaines féministes se sont exprimées, notamment Blandine de Verlange, membre de l'association Oser le féminisme 84. Toutes les femmes ont ressenti l'humiliation, c'est la culture du viol, point barre.
Pour elle, il s'agit donc bien d'un acte blessant, humiliant pour reprendre ses termes, mais aussi d'une incitation à la violence, au viol, puisque les caricatures prôneraient la culture du viol. Ma chronique ne va pas chercher à déterminer si oui ou non nous avons le droit de tout caricaturer, mais plutôt si oui ou non Charlie Hebdo a fait preuve de sexisme. Pour cela, nous allons analyser en détail ces fameuses caricatures. Alors parlons d'abord de la première, publiée le 4 septembre 2024, soit 2 jours après le début du procès. Il s'agit d'un dessin de Félix mettant en scène Emmanuel Macron faisant violer la Marianne par une queue de potentiel ministre. Le dessin, réalisé quelques semaines après le vote aux élections législatives anticipées, croise le procès des viols de Mazan avec la crise politique de cet été. En effet, loin de se moquer de Gisèle Pelicot, Charlie Hebdo accuse Emmanuel Macron d'être prêt à tout pour continuer à mener sa politique sans tenir compte du dégoût et du mépris de la population vis-à-vis de ses actions. Ici, le viol de la Marianne n'est pas une moquerie, mais plutôt une figure de style, je l'admets choquante, une figure de style visuel, un moyen de mettre en exergue la violence que peut causer une telle instabilité politico-institutionnelle. S'il y a donc bien quelqu'un de moqué, ce n'est pas Gisèle Pelicot, mais plutôt Emmanuel Macron, abusant comme un pervers d'une Marianne impuissante, accablée sur un bureau qui est probablement celui de Matignon. Et donc d'après toi, les caricatures sont détournées de leur sens parce que les gens n'ont pas su lire les références ? Oui, c'est exactement ça. C'est d'ailleurs toute la complexité de la caricature. Il ne faut pas regarder ce qui choque, mais tous les détails qui entourent l'outrageant. Par ailleurs, quant à la deuxième caricature, on peut voir sur celle-ci, bel et bien Gisèle Pelicot, endormie, en proie à une chaîne de violeurs qui attendent pour abuser d'elle. Plus loin, son ex-mari, en train de la filmer. C'est immonde, horrible et épouvantable, c'est un viol. Beaucoup ont reproché à Charlie Hebdo d'être violent sans comprendre que ce ne sont pas les caricatures qui sont violentes, mais bien le viol lui-même. On en vient alors au point qui permet de démanteler les propos de Blandine Desverlanges. Charlie Hebdo n'alimente pas la culture du viol, il le dénonce. Il dénonce en montrant à quel point le viol est immonde, horrible et épouvantable, à quel point les femmes souffrent très souvent au sein même de leur propre foyer. Petit détail aussi dont personne ne parle, la caricature porte un titre, L'amour ouf. Les féministes se sont liguées contre Charlie Hebdo alors que le journal a soulevé la plus grande hypocrisie actuelle de notre société. En effet, les procès des viols de Mazan font l'unanimité, c'est scandaleux, tout le monde crie « à bas le viol ». Pourtant, paradoxalement, L'amour ouf, film qui prône la violence et l'amour toxique, fait un box-office. Les féministes ont mal choisi leur cible. Gilles Lelouch, quant à lui, n'a qu'à remercier le beauty privilège de François Civil et Adèle Exarchopoulos, qui efface dans les esprits le sexisme qui imbibe le scénario de son film. Pour revenir à la troisième caricature, celle-ci a moins attisé l'opposition puisqu'on y voit Gisèle Pelicot décorer sauce sapin des couilles de ses violeurs. Certains ont cependant tenu à accuser une nouvelle fois le journal, pointant du doigt la représentation de Gisèle Pelicot. Ses traits sont tirés, elle semble exténuée, presque zombifiée. Là encore, il ne s'agit pas d'une moquerie, mais bien de montrer à quel point ce combat était dur pour cette nouvelle icône féministe. Alors oui, je l'admets, ma chronique, elle prend parti, mais comment me taire alors qu'une partie de la communauté féministe attaque un journal qui illustre dans toute sa vérité la violence subie par Gisèle Pelicot et plus largement les femmes. Un journal qui, par-dessus tout, continue de parler des viols de Mazan alors que les médias commencent déjà à se lasser du procès qu'il présentait comme celui de la décennie. Alors oui, en tant que femme et féministe, je soutiens Charlie quant à ses caricatures. J'aimerais même dire que je suis Charlie et Gisèle à la fois. Merci Élise, merci à tous, chers chroniqueurs pour vos productions, chers auditeurs pour votre écoute. Timéo, tu l'as dit, n'hésitez pas à réagir sur nos différents réseaux, Instagram, YouTube. Votre podcast préféré est toujours disponible sur Spotify et nouvellement sur YouTube Musique. Il est temps de retourner à nos vies pour mieux se retrouver. À bientôt dans Tour d'Horizon.